Bon après-midi, mesdames et messieurs. Merci. Bienvenue à cette conférence que j'ai intitulée « Personnages de contes et de légendes ». Aujourd'hui, je vous amène dans un monde qui se situe souvent à mi-chemin entre la légende et la réalité. On va se tremper dans l'univers de ces personnes phénoménales qui ont laissé derrière elles des histoires incroyables, tellement elles sortent de l'ordinaire. Parfois, on va se poser la question, sommes-nous encore dans la réalité ou avons-nous traversé du côté de la légende, tellement c'est extraordinaire? Quelle définition peut-on donner à une légende? C'est un récit merveilleux où les faits historiques sont transformés par l'imagination. On peut dire que la légende est une version embellie de la vie, des exploits de quelqu'un qu'on a conservé dans la mémoire collective. Tandis qu'un conte, c'est vraiment quelque chose qui est issu de notre imagination. Le premier sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la papesse Jeanne. Cette papesse est un personnage légendaire qui aurait accédé à la papauté au 9e siècle, en se faisant passer pour un homme. Son règne à la tête de l'Église aurait duré entre l'an 855 et l'an 858. La légende veut que vers l'an 850, une jeune Anglaise prénommée Jeanne, qui était née en Allemagne, avait quitté sa famille pour suivre son amant en Angleterre, où elle voulait fréquenter l'université. Or, à ce moment-là, l'université n'était pas disponible pour les femmes, donc il a fallu qu'elle se déguise en homme pour aller poursuivre ses études. Ensuite, une fois ses études terminées à l'université anglaise, elle est partie pour la Grèce, à Athènes, parce qu'il y avait une école où elle voulait suivre des cours de sciences et de philosophie. Après le décès de son amant, dans des circonstances inconnues, elle va quitter la Grèce et se diriger vers Rome, où elle trouvera un poste à la Curie, c'est-à-dire au Vatican. Compte tenu de ses nombreuses études, elle était tout à fait qualifiée pour ce travail. Elle est toujours déguisée en homme, va sans dire, hein? Or, le pape vient à décéder et un conclave est convoqué des cardinaux pour choisir un nouveau chef de l'Église. Jeanne, qui était appréciée de tous, est rapidement imaginée élue pape par acclamation. Son règne a-t-il été long? Son règne se passe très bien, soit dit en passant. Le nouveau pape est très apprécié de ses fidèles. Or, 2 ans plus tard, lors d'une procession de la fête Dieu dans les rues de Rome, entre la basilique Saint-Pierre et la basilique Saint-Jean, les gens dans la foule s'aperçoivent que le pape semble être en douleur. Alors, les diacres aident le pape à descendre de sa monture et ils l'étendent par terre. Quelques minutes plus tard, qu'est-ce qu'on entend? Des pleurs de bébé. Le pape venait d'accoucher! Oh mon Dieu! Ouais. Alors, évidemment, les gens ont été, ses proches et les fidèles ont été sidérés avant d'être scandalisés. La foule aurait, c'est-à-dire qu'il semble que la foule l'aurait lapidé, elle et son bébé. Tellement ils étaient choqués d'avoir été bernés sur l'identité de son sexe. C'était le bébé de son amant? Pardon? C'était le bébé de son amant? On ne sait pas de qui. Okay. C'est ça. De qui comment était-elle tombée enceinte, on le sait, mais de comment, dans quelles circonstances, on n'a jamais su. Voilà la réponse. Alors, il y a d'autres versions de la légende qui disent qu'elle serait morte en couche ou qu'elle aurait été simplement obligée de démissionner de son poste. Ce qui est curieux, c'est que les adeptes de cette histoire aient dressé une statue de Jeanne dans la cathédrale de Sienne en Toscane. Elle a évidemment été retirée plus tard pour des raisons évidentes. Ce que je viens de vous raconter serait une légende qui aurait été inventée ou du moins répandue par un moine français vers l'an 1255.
Imaginez-vous que cette légende a donné lieu à une autre légende, assez cocasse celle-là. Alors, après cet événement unique dans l'Église où on avait un pape féminin, alors les cardinaux ont dit qu'il faut prendre des moyens pour que ça se répète, hein, quand même. Là. On va le faire rire de nous une fois, mais pas deux fois. Alors, ils ont mis sur pied un protocole pour vérifier que ça ne se répète pas. Alors, quand il y a un nouveau pape qui venait fraîchement d'être élu, on lui demandait d'aller s'asseoir dans un grand fauteuil en marbre, violet, qui était un peu particulier parce qu'il y avait un trou dans le siège, comme un bol de toilette, un siège de toilette. Et le pape s'assoyait donc sur le fauteuil, et un cardinal qui était choisi au hasard s'approchait du pape, s'agenouillait, comme on voit sur l'image, rentrait un bras dans la fente sous le fauteuil, il allait vérifier la virilité du pape. Et après ça, il se relevait tout fier en criant « Dos abet, ben pendentes ». Vous avez compris, j'imagine. Il y en a deux, elles sont bien pendantes. Alors le cœur des cardinaux disait « Deo gratias ». Quels sont les vrais faits dans cette double légende? Il n'y a aucune chronique du 9e siècle qui montre qu'il y avait une Jeanne parmi tous les papes qui ont été chefs de l'Église pendant ce siècle-là. D'autant plus, il y a trois anachronismes importants dans cette légende. D'abord, la première université anglaise, ça a été l'université d'Oxford. Elle a été créée 300 ans après Jeanne. Deuxième anachronisme, on dit qu'elle a été étudiée à Athènes. Or, Athènes, à cette époque-là, était sous le règne des barbares et il n'y avait aucune école sous le règne des barbares. Troisième anachronisme, la fête Dieu a été instaurée seulement à partir de 1264 sous le pape Urbain IV. Alors, trois anachronismes qui viennent contredire la légende de Jeanne Papesse. Alors, l'effet de cette légende-là a été un sujet de polémique au sein de l'Église parce que les protestants étaient fiers de montrer que le pape, en fait l'Église avait eu une faiblesse en élisant une femme pape. Au milieu du 15e siècle, cette légende sert de prétexte à l'évolution de la misogynie. Un poète français décrit cette Jeanne comme étant une putain rusée, qu'on voit ici monter sur un animal imaginaire. Mais l'apogée est atteinte vers 1480, quand un poète italien, celui-là, inflige à la papesse et à celui qui l'a mise enceinte une pendaison pour avoir commis un crime inédit jusque-là, l'adultère pontifical. Qui a renforcé la légende de cette papesse? Alors, c'est l'écrivain qu'on voit ici, de Florence, Boccaccio, qui a rédigé l'histoire de cette Jeanne que les gens du Moyen-Âge ont le plus susceptible de connaître. Dans son ouvrage qui s'est intitulé « Des dames de renom », il place Jeanne aux côtés des déesses et autres figures mythiques, de sorte qu'il n'y avait aucune tentative de cacher que cette histoire relevait de la plus pure fiction. Malgré tout, ça n'a pas empêché certains de lui élever cette statue dans la cathédrale de Sienne, comme j'ai déjà mentionné. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires sur la papesse Jeanne? On va passer au sujet suivant. Alexis le trotteur. On fait vraiment du coq à l'âne, hein? La marche est haute ou basse. Alors, quelles sont les origines de ce phénomène rare? Alexis Lapointe, qu'on voit ici, est né en 1860 à Clermont, à proximité de la Malbaie, dans une famille de 14 enfants. Très tôt, on remarque qu'il est un peu bizarre, car il était persuadé d'être un cheval dans un corps d'homme. Jeune enfant, il fabrique des chevaux de bois et il s'amuse à les faire courir. Dès l'adolescence, il se fouette pour stimuler sa musculature et il entreprend de longues courses dans sa région natale, tout comme son animal fétiche. On dit même qu'il hennissait à l'occasion.
Sa famille le trouve de plus en plus bizarre et Alexis se voit contraint de quitter le nid familial à l'âge de 18 ans pour passer le reste de sa vie à errer sur les routes. Quels sont les surnoms qui lui ont été attribués? Ici, il devient difficile de faire la part des choses entre la vérité et la légende, mais on peut s'entendre sur un certain nombre de faits. Il s'est mesuré plusieurs fois à des chevaux qui l'auraient tous battu à la course, même le plus bel étalon du seigneur de la Malbaie. À cause de cela, plusieurs surnoms lui furent accolés comme le Surcheval, le Centaure ou le Cheval du Nord. Quelle est l'anecdote la plus célèbre à son sujet? C'est la suivante. Un jour, il se trouve sur le quai de la Malbaie avec son père, qui venait pour lui prendre un bateau afin de se rendre à Bagotville sur le Saguenay. Comme son frère refusait absolument qu'Alexis l'accompagne, ce dernier lui aurait dit « Papa, quand vous accosterez à Bagotville, je serai sur le quai pour recevoir les amarres. » Aussitôt, Alexis se serait saisi d'un fouet pour se stimuler et aurait entrepris de courir en direction de Bagotville, soit une distance de 146 km. C'est plus que 3 fois le marathon, ça. 12 heures plus tard, quand le bateau accosta à Bagotville, Alexis a accueilli son père sur le quai. Alexis a aussi gagné sa croûte en donnant des exemples de sa vitesse extraordinaire dans des foires. Il s'opposait très souvent à des trains et aux premières automobiles quand elles sont apparues dans sa région. Qu'est-il arrivé quand Alexis a vieilli? Rendu à un certain âge, Alexis ne pouvait plus soutenir le rythme de sa jeunesse et il va s'engager comme ouvrier de la construction. Il semble que sa vitesse à la course aurait été réduite à celle d'un cheval moyen. C'est quand même pas mal. Alexis est décédé à l'âge de 64 ans quand il a été frappé par un train alors qu'il travaillait sur la construction d'une centrale hydroélectrique. Quelles ont été les mésaventures de sa dépouille? En 1966, sa dépouille a été déterrée du cimetière de la Malbaie par un étudiant en éducation physique afin de l'examiner. Il confirmera qu'Alexis avait la constitution d'un grand athlète. Son squelette aboutira au musée de la pulperie de Chicoutimi. Une exposition qui a été tenue en 1999 permettra de voir son squelette et des objets personnels. Ensuite, il y a une controverse qui a éclaté sur la légalité de conserver une dépouille dans un musée et ça va conduire celui-ci à céder ses restes à la ville natale de Clermont, où il sera inhumé en 2009. Comment Alexis est-il entré dans la culture populaire? Cette histoire est vraiment entrée dans la culture populaire en devenant de sujet de livres, de films, de pièces de théâtre, de chansons, d'un ballet et même d'une bande dessinée. Au début des années 1980, à Baie-Saint-Paul, une troupe d'amuseurs publics du nom de Les Échassiers de Baie-Saint-Paul a présenté aux vacanciers une pièce de théâtre, entièrement sur des échasses, intitulée « La légende d'Alexis le Trotteur ». Que va devenir cette troupe de comédiens acrobates, les Échassiers de Baie-Saint-Paul? Rien de moins que le Cirque du Soleil qui est connu mondialement. Je me souviens aussi d'avoir vu un court-métrage en noir et blanc d'une durée de moins de 9 minutes, intitulé simplement « Trotteur ». Ce film a été réalisé par Francis Leclerc, le fils de Félix Leclerc, une autre légende. Ce court-métrage qui montre Alexis se mesurant à un train à vapeur a remporté le prix du meilleur film de sa catégorie au Québec et au Canada en 2012. Aujourd'hui, Alexis le Trotteur est perçu comme ayant été un athlète important qui a transcendé sa condition en entrant dans le folklore québécois. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur Alexis le Trotteur? Le sujet suivant, c'est Berthe au grand pied. Je vais vous raconter l'histoire de cette Berthe au grand pied en 2 temps. La première version est l'histoire authentique dans la mesure où les faits qui se sont produits au 8e siècle peuvent être vérifiés et contre-vérifiés. La seconde version est la légende qui a été popularisée par le ménestrel 5 siècles plus tard. Comme cette dernière a été romancée, elle est bien évidemment bien plus palpitante que la vraie version. Qui
Qui donc était cette femme au surnom étonnant? Berthe, qui sera la mère de ce sacré Charlemagne, est née en l'an 720. Elle a été chantée par les poètes comme François Villon, car elle était très belle, cultivée et douée d'une intelligence hors du commun. Son célèbre surnom lui est venu en raison d'un pied beau qui la faisait boiter dans sa démarche. Le pied beau est une malformation à la naissance d'un pied qui est tourné vers l'intérieur, avec le mollet qui est mal développé. Selon une légende allemande, ce défaut physique symbolisait la capacité de cette personne d'être présente à la fois dans le monde visible et dans le monde invisible. Ce mythe servira politiquement à son fils Charlemagne quand il deviendra le roi des Francs. Quelle sera la vie familiale de Berthe? Elle va épouser en l'an 749 Pépin le Bref. Le surnom de ce dernier est en rapport avec sa petite taille, comme vous l'avez peut-être deviné. Comme celui-ci est établi à la tête de la royauté carolingienne, Berthe devint par le fait même reine des Francs, autrement dit la reine des Français du Moyen Âge. En regardant bien droit dans l'avenir, Berthe va préparer son fils Charlemagne à assumer le destin politique que sa naissance lui a procuré. Quand Pépin le Bref va décéder en 768, Berthe a sagement séparé le royaume entre ses deux fils, parce qu'elle était consciente des tensions très vives entre les deux frères qui ne cachaient pas leur rivalité l'un avec l'autre. Berthe, qui parle le français aussi bien que l'allemand, va prendre en main la politique étrangère du royaume. Pardon. Lors d'une rencontre avec le roi de Bavière, elle ramènera de son périple la fille de ce roi pour qu'elle épouse Charlemagne, ce qui se fera en l'an 770, même si celui-ci n'était pas entiché de cette fille qu'on lui imposait. Voici maintenant la version légendaire de Berthe au Grand Pied. Vous allez voir, c'est différent. Il y avait une belle jeune fille montée sur un magnifique étalon, ça va jusque-là, s'avançant en direction de Paris par une belle matinée printanière de l'an 737. Elle était la fille du comte de Laon et son prénom était Berthe. On l'avait affublée du surnom de Haut Grand Pied car, selon la légende, elle avait un pied plus long que l'autre. Elle se rendait à la cour du roi Pépin le Bref qui, ayant entendu parler de sa grande beauté, avait exprimé le vœu de l'épouser. Malgré le merveilleux sort qui l'attendait, Berthe était soucieuse pour la suite des choses après les insinuations que ses deux compagnes de voyage avaient proférées concernant le roi. Il y avait Margiste et sa fille Alista, qui ressemblaient à Berthe comme deux gouttes d'eau. Elle lui décrivait Pépin comme un monstre qui lui infligerait les pires traitements. Berthe, en entendant cela, se plaignait d'avoir quitté la tendresse de sa mère pour aller vivre à côté d'un mari barbare et cruel. Dans quel piège Berthe va-t-elle tomber? À mesure qu'elle approchait de Paris, Berthe était de plus en plus nerveuse. C'est alors que Margiste lui fit cette proposition. « Comme ma fille te ressemble énormément, je te propose de changer d'identité avec elle. Ainsi, vous éviterez le danger, et si le roi est gentil finalement, vous pourrez vous substituer à ma fille et personne ne se sera aperçu de rien. » Alista, vêtue des riches vêtements de Berthe, arriva à la cour et se présente au roi. La nuit suivante, des assassins, engagés par Margiste, partent à la recherche de Berthe dans le but de l'éliminer. Heureusement, Berthe traverse une forêt et rencontre un ermite qui accepte de l'héberger. Peu de jours plus tard, Alista épousa Pépin le Bref et devint la reine des Francs. Berthe connaîtra-t-elle une fin heureuse? Notre pauvre Berthe va passer les 9 prochaines années dans le fond de la forêt à faire des travaux manuels et à filer la quenouille. Un jour, sa mère, Blanchefleur, s'inquiéta de sa fille dont elle n'avait plus de nouvelles depuis fort longtemps. Je comprends, ça faisait 9 ans. Elle décida de se rendre à la cour de Pépin le Bref pour tirer les choses au clair. Alista, ayant appris l'arrivée de sa mère de Berthe, se déclara malade et se réfugia dans sa chambre. Il y a une chose que Berthe avait et que Alista n'avait pas, un pied plus long que l'autre. Alors,
le roi retrouva la supercherie était éventée. Pépin le Bref se montra outré et fit mettre à mort Margiste et envoya Alista au couvent. Le roi retrouva éventuellement Berthe et il l'épousa sur le champ. Cette légende a été racontée dans le roman de Berthe, au Grand-Pied, rédigé en l'an 1273 par un ménestrel au service du roi de France, Adonai le Roi, qui a composé plusieurs chansons au cours de sa carrière. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? On va passer au sujet suivant, Joe Montferrand. Qui donc était ce Joe Montferrand? Au 19e siècle, Joseph Favre était un homme fort québécois. À cette époque, les francophones et les anglophones étaient en compétition pour les mêmes emplois et souvent, ça dégénérait en bagarre. Or, Joe Montferrand, qui était le pseudonyme de Joseph Favre, tout colosse qu'il était, se servait de sa force prodigieuse et de ses muscles pour protéger les siens des insultes reçues. À l'époque, le Canada avait reçu un fort contingent d'immigrants irlandais qui étaient travailleurs, mais aussi bagarreurs. Hein? On raconte qu'en 1829, alors que Joe s'en allait rendre visite à sa douce de l'autre côté de la rivière des Outaouais, plusieurs Irlandais lui bloquaient le chemin sur le pont Union. Montferrand aurait saisi un de ses adversaires par les pieds et, s'en servant comme massue, il a réussi à massacrer ses 150 assaillants et les projeter dans la rivière. On peut penser que la légende a quelque peu gonflé le nombre d'Irlandais sur le pont cette journée-là. On raconte également que Joe Montferrand avait l'habitude de marquer son entrée dans une taverne en donnant un coup de pied au plafond. Plusieurs tenanciers de taverne se vantaient d'avoir la marque de Joe sur leur plafond. Pourquoi y avait-il tant d'hommes forts au Québec au 19e siècle? Pour une petite population, le Québec avait dans sa population beaucoup d'hommes forts. Il semble que ce soit courant chez les peuples opprimés qui n'occupent pas les postes de pouvoir. Joe Montferrand a été le précurseur de ce phénomène. D'autres l'ont suivi, comme Victor de la Mare, ensuite Louis Cyr. Il y avait un domaine où les Québécois francophones pouvaient battre les Anglais, c'était à la force des bras et des poings. Étonnamment, les anglophones contre lesquels il se battait la plupart du temps honorent maintenant sa mémoire, car il y a une plaque commémorative dans l'église Sainte-Bridget d'Ottawa, qui est le point de ralliement de la communauté irlandaise. Est-ce que Joe Montferrand était le Maurice Richard de son temps? Comme il était une source de fierté pour les Québécois du 19e siècle, on peut dire qu'il a été l'équivalent de ce qu'a été Maurice Richard au 20e siècle pour plein de gens qui s'identifiaient à lui. C'est de son père que Joe avait appris l'art de la boxe et de la savate, qu'on peut comparer au kickboxing actuel. Ses dons naturels en ont fait un fier à bras respecté. Dès l'âge de 16 ans, Joe avait la stature d'un adulte, avec ses 6 pieds 4 pouces. Il avait les yeux bleus, le teint clair et les cheveux blonds. En 1818, sa réputation commence à se forger lorsque, devant une foule considérable d'amateurs, il met hors de combat un boxeur de la marine anglaise qui se disait être un champion. 3 ans plus tard, à Kingston, en Ontario, il bat un instructeur de boxe de l'armée qui était admiré et encouragé par ses soldats. On disait de Joe Montferrand qu'il frappait aussi fort qu'un cheval est capable de ruer et qu'il donnait ses savates comme si ses jambes étaient un fouet. La vie d'errance de Joe Montferrand. Pendant plus de 30 ans, Joe a mené la vie aventureuse des hommes de chantier. Il aurait été bûcheron et cageux, ou draveur si on veut. Il aimait cette vie d'errance qui l'a mené dans des points chauds comme les ports, les tavernes et les chantiers, où régnait toujours la loi du plus fort. C'était des endroits où les fiers à bras défendaient l'honneur de leur race. Par la suite, ces exploits vont se faire plus rares à mesure qu'il prend de l'âge. Après avoir passé la majorité de sa vie en Outaouais, il rentre à Montréal sur la rue Sanguinette où il avait une résidence. Il décédera à l'âge de 61 ans après avoir été affaibli par des rhumatismes au dos. Quel portrait la légende a-t-elle laissé de lui? Au fil du temps, l'histoire orale et tous les récits à son sujet lui confèrent un statut de véritable surhomme,
possédant presque toutes les qualités. Ainsi, Joe Monferrand aurait été fort, beau, poli, aimant, dévoué, chaleureux, sage, gentil, généreux, fiable, juste, intelligent et responsable. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce portrait-là? En réalité, plus que tous les hommes forts de son époque, Monferrand s'avère être celui qui polarise le plus l'imaginaire de ses contemporains, au point d'en faire un modèle, voire un mythe. Dans la lutte qu'il menait contre les Anglais et contre la nature, les Québécois avaient trouvé en lui des raisons d'espérer et de se valoriser. Les anglophones, eux, l'appelaient Joe Monferrand. Le palais de justice de Gatineau a été nommé en son honneur, car c'est dans cette région qu'il a acquis sa grande renommée. Le plus ironique de l'affaire, c'est que Joe Monferrand aurait probablement été accusé de voies de fait multiples et d'être un fier à bras si les critères actuels de la loi pénale s'étaient appliqués à son époque, et il aurait comparu au palais de justice pour être jeté en prison. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires sur Joe Monferrand? Est-ce qu'il n'aurait pas pu être draveur? Oui, c'est ça que j'ai dit. Il était bûcheron et cageux ou draveur, si on veut. Draveur, Ouais. sur la rivière du Lièvre. Probablement. Oui, dans cette région-là, en tout cas. Ouais. Alors, le prochain sujet de la conférence s'intitule « La légende du Loch Ness ». Alors, vous voyez la carte du nord de l'Écosse, la région qu'on appelle les Highlands en Écosse. Alors, ce lac, le Loch Ness, est un lac très long. Il a une longueur de 39 km. Il est tout en longueur, comme vous pouvez voir, et il va se jeter dans la mer du Nord. C'est un lac d'eau douce, évidemment. Il a une profondeur par endroits de presque 700 pieds. Ce qui le rend le plus célèbre de par le monde, c'est la légende du monstre du Loch Ness, qui est censé habiter ces lieux depuis la fin du 6e siècle. Depuis les années 1930, cette légende est devenue une attraction touristique majeure et il y a même un musée qui a été créé pour présenter des informations se rapportant à Nessie. Nessie, c'est le surnom affectueux qu'on a donné à ce supposé monstre. Quel animal serait cette Nessie? Les rapports ont confirmé que celle-ci pourrait être une anguille européenne géante. Les scientifiques semblent croire que ces anguilles géantes expliqueraient la plupart des observations de Nessie au fil des ans. Qui a vu le monstre pour la première fois? En 1933, M. et Mme McKay se promenaient sur les rives de ce lac et ont affirmé à la presse de l'époque avoir aperçu une étrange créature à la surface de l'eau ressemblant à un serpent ou à un dinosaure. Cette nouvelle secoue toute la région. Les Écossais, comme tout le reste du monde, s'adonnent alors à toutes sortes de spéculations sur ce monstre. Nessie nourrit vraiment les plus grandes fantaisies, qu'on y croit ou pas. Qui a fait la première photo du monstre? La première photo officielle de Nessie a été prise le 12 novembre 1933 par un certain Robert Wilson. Cette photo a donné un rayonnement mondial à cette créature légendaire. Depuis, les photos se multiplient malgré la nouvelle étude scientifique qui met à mal la théorie d'un véritable monstre dans ce lac. L'auteur de ce fameux cliché, un chirurgien londonien qui était en excursion à bord du Loch Ness, raconte avoir vu les eaux s'enfler soudainement et un étrange animal émerger un court instant à 200 mètres du rivage. Peu importe que son auteur ait révélé quelques années plus tard que cette photo était truquée, le monstre du Loch Ness était dorénavant entré dans l'histoire. Mais cette bête n'a pas attendu d'être photographiée pour faire parler d'elle, car en l'an 565, un moine irlandais du nom de Saint-Colomban avait observé un monstre habitant les eaux froides du lac qui était allé se jeter dans la mer du Nord. Comment s'est créée la légende du Loch Ness? Après les crises économiques de 1929, la région du Loch Ness, qui jusque-là était très fréquentée par les touristes, devient soudainement déserte. Alex Campbell, un journaliste de la région,
décide alors d'écrire un article sur le monstre habitant les eaux froides du lac dont lui avait parlé sa grand-mère. C'était une bête issue du folklore écossais ressemblant à un cheval marin. Au même moment, sort sur les écrans du cinéma à travers le monde le film King Kong, le gorille géant. Il s'est probablement formé à ce moment-là dans la tête des gens un amalgame entre ce monstre et celui censé se retrouver dans le Loch Ness. Dans les années qui ont suivi, les supposées observations et photos de cette bête se multiplient. À ce jour, aucune preuve scientifique n'a permis de confirmer l'existence du serpent le plus célèbre du monde. A-t-on fait des recherches ces dernières années? Bien oui, je comprends. Même la toute dernière étude menée par une équipe de chercheurs néo-zélandais qui évoque la présence plausible dans le lac d'une anguille géante se garde bien de présenter une conclusion définitive. Malgré tout, d'année en année, de nouvelles observations sont enregistrées dans le site officiel. La légende de Nessie a vraiment une très épaisse carapace et elle est toujours d'actualité. Des chercheurs et des passionnés sont toujours à sa recherche, équipés des plus récentes techniques telles des sous-marins, des drones équipés de scanners thermiques, des bateaux avec des caméras infrarouges, des hydrophones, etc. Il existe même une organisation qui se nomme Centre du Loch Ness qui encourage et organise les telles recherches. Dans ce centre, plus de 1100 observations officielles de Nessie ont été signalées depuis les années 1930. Le monstre du Loch Ness n'est-il qu'une légende? Malgré le fait que toutes les recherches scientifiques entreprises depuis 90 ans n'ont pas réussi à prouver sur l'existence réelle, une chose cependant est certaine, la publicité qui entoure cette histoire du monstre a généré et continue de le faire un intense intérêt de la part des touristes qui affluent à cet endroit, dans le vague espoir d'être les premiers à pouvoir authentifier l'existence de la charmante Nessie. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? On va passer au sujet suivant, la légende de la chasse-galerie. C'est le nom de légende qu'on retrouve au Poitou, en France, et au Québec, sur le thème de la chasse fantastique. Quelle est la version du Poitou? Au Poitou, il y avait un certain seigneur du nom de Galerie qui avait commis un sacrilège en allant chasser un dimanche pendant l'office religieux. Selon d'autres, il aurait poursuivi 2 cerfs jusque dans une grotte où se trouvait un saint ermite. Ce dernier lui aurait défendu de toucher aux animaux sous peine d'une malédiction éternelle. Galerie, n'en faisant qu'à sa tête, aurait tué sa proie et récolta le châtiment promis, c'est-à-dire, après cet incident, toutes les nuits qui ont suivi, il chevauchait dans les airs à la tête d'une chasse diabolique composée de toutes sortes de monstres, de démons et de fantômes. Ainsi est allée la chasse-galerie, du nom de ce monsieur. Quelle est la version québécoise de la chasse-galerie? Selon la version québécoise, la chasse-galerie se rapporte à une histoire de bûcheron. Dans un cas de bûcheron situé en Gatineau, le soir du réveillon du Nouvel An, les gars avaient envie d'aller rendre visite à leur amoureuse vivant à Lavaltrie. Mais le seul moyen de se rendre là rapidement et d'être de retour avant 6 heures le lendemain matin pour reprendre le travail était de participer à la fameuse chasse-galerie. Pour ce faire, les bûcherons font un pacte avec le diable. Leur canot s'envolera dans les airs et les transportera à vive allure, mais ils ne devront pas blasphémer, ni toucher à la croix, ni à un clocher, pour être de retour avant le lendemain matin. Dans le cas contraire, ils perdraient leur âme. Pour s'assurer de respecter ces règles, les hommes se mettent d'accord pour éviter l'alcool jusqu'à la fin du voyage. Ces bûcherons trimaient dur de l'aube jusqu'au crépuscule pour une maigre pitance et ils avaient bien droit à un moment de douceur et de réconfort. Les péripéties de la fin du voyage diffèrent selon les versions du récit. Qui a écrit la version officielle de cette légende? D'abord, la légende existait dans la tradition orale, mais elle a pu traverser le temps grâce à la version qui a été écrite en 1892 par Honoré Beaugrand, qu'on voit ici, qui habitait Lanoraie et qui plus tard deviendra maire de Montréal.
Ce conte qui est plus populaire dans le temps des fêtes que n'importe quel autre sapin, c'est-à-dire n'importe quel autre qui contient un sapin où il n'y a aucun Père Noël, ni aucune bûche au chocolat dans cette histoire. Il prend plutôt place dans la nuit qui fait le lien entre l'année qui finit et la nouvelle année naissante. La chasse-galerie désignait les cris, les plaintes et les hurlements sauvages qui traversaient le ciel pendant la nuit et que les Français croyaient que c'était une chasse menée par des diables et des damnés. En réalité, c'était probablement des bruits dus au passage des oiseaux migrateurs ou des fracas de tempête. L'histoire telle que racontée par Honoré Beaugrand se termine lorsque, au retour de le périple chez l'amoureuse, le pilote du canot fait échouer le canot dans un banc de neige après avoir heurté un gros pin. Ce que la légende révèle d'Honoré Beaugrand. Le récit d'Honoré Beaugrand est la seule légende québécoise dans laquelle les fautifs ne sont pas punis. Bien sûr, ils tombent après avoir frappé un arbre, mais c'est parce qu'ils ont bu et non parce qu'ils ont transgressé les règles. Honoré Beaugrand était un athée. Il n'était pas entiché du contrôle que l'Église exerçait sur la société québécoise. Cette légende, qui est bien cadrée dans la réalité de son époque, parle aussi d'émotions et de traits de caractère qui ne changent à peu près pas, comme d'aimer faire la fête ou le party, d'avoir une attirance pour les bouteilles qui les accompagnent. Je vais vous lire la fin de cette truculente histoire qui en vaut la peine. Je vais maintenant céder la parole à M. Honoré Beaugrand. Le canot s'éleva dans les airs sur une hauteur de 5 à 600 pieds. Il s'élançait dans l'air comme une flèche, filant plus vite que le vent. Les hommes voyaient d'en haut le cours des rivières et volaient au-dessus de la rivière des Outaouais. Ils arrivaient bientôt au-dessus de Montréal. Puis les villages défilaient sous les uns après les autres sous eux. Ils aperçurent finalement le village de Lavaltrie. Il était 2 heures du matin. C'est pas le village de Lavaltrie, celui-ci, je m'excuse. Excusez, OK. Ouais. C'est ça. Ils s'informaient de l'endroit où se tenait le réveillon. Les gens ont été bien surpris de les voir arriver. Les hommes ont dansé pendant 2 heures. Le cuisinier du chantier, manqué à sa parole, a pris quelques verres de whisky blanc. Très vite, l'heure du retour arriva. Les bûcherons repartirent sans attirer l'attention. Même le cuisinier est sorti sans dire au revoir à sa blonde. Même s'il était un peu ivre, c'est lui qui dirigeait le canot imaginé sur le chemin du retour vers Gatineau. Ça a mal parti parce qu'il s'est trompé de direction dès le départ et le canot passa tout près du clocher de Contrecœur. Un peu plus loin, il a failli accrocher la croix en haut du mont de Belleuil. Si les bûcherons avaient touché à une croix ou à un clocher, ils auraient immédiatement livré leur âme au diable. Pour reprendre la bonne direction, le cuisinier fit virer le canot assez raide que celui-ci se renversa sur la neige du Mont-Royal. Aussitôt qu'il avait mis les pieds à terre, le cuisinier se mit à blasphémer. Comme ils risquaient de perdre leur âme s'ils sacraient dans le canot, les bûcherons ont ligoté et bâillonné le cuisinier avant de repartir. Or, celui-ci commença à se détacher et il lâcha un sacre qui fit tomber le canot. Les bûcherons tombèrent alors dans la neige molle sans se blesser. Les hommes n'ont jamais voulu raconter l'extraordinaire périple qu'ils avaient vécu, tellement c'était honteux d'avoir presque vendu leur âme au diable pour le simple plaisir d'aller embrasser leur blonde. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? La chasse-galerie, là, il y a un édifice à Lavaltrie qui s'appelle comme ça. Oui. Oui, c'est pour ça. C'est parce que ça se passe à Lavaltrie, ouais, justement. C'est une place pour le théâtre, je pense. Oui. Oui, Ils donnent des spectacles. Oui, Ouais. c'est ça. Oui. Dans l'église, l'ancienne église. Ouais. Alors, la prochaine histoire, c'est la légende du sirop d'érable. Les diverses tribus autochtones qui habitaient l'Amérique du Nord, et en particulier le Québec, avant l'arrivée des premiers colons français, possédaient toutes une légende pour expliquer d'où provenait le sirop d'érable. Une de celles-ci raconte que c'est une vieille grand-mère qui a été la première à percer des trous dans le tronc des érables et qu'elle avait pu recueillir directement du délicieux sirop d'érable. Pas de l'eau d'érable, du sirop d'érable. Ouais. Son petit-fils, qui avait constaté que ce qui sortait de l'arbre était effectivement un sirop d'érable exquis, prêt à être mangé, il a tenu à informer son aïeul que si les hommes
allaient pouvoir se procurer du sucre aussi facilement, alors ils allaient assurément sombrer dans le vice de la paresse. Avant de pouvoir se délecter de ce délicieux sirop, il serait bon, dit-il, que les hommes soient obligés de fendre du bois, de passer des nuits entières à surveiller la cuisson du sirop d'érable. Le petit-fils... C'est à lui qu'on doit ça. Le petit-fils qui craignait que sa grand-mère soit indifférente à ses propos, alla grimper tout en haut d'un érable géant, avec un énorme chaudron rempli d'eau, et il en versa le contenu à l'intérieur de l'arbre. Il venait alors de dissoudre tout le sucre qui se trouvait à l'intérieur de l'érable. C'est depuis ce temps, selon la légende amérindienne, qu'au lieu de contenir du sirop, la sève de l'érable ne contient plus que 2 à 3 % de sucre, que pour obtenir du sirop d'érable, il faut la bouillir sur un feu de bois qu'on a bûché pendant longtemps, très longtemps même. On aurait évité de justesse d'être un peuple de paresseux, ouf, et de diabétiques. La découverte de l'eau d'érable. Selon le frère Marie-Victorin qu'on voit ici, une légende autochtone raconte qu'une tribu avait découvert l'eau d'érable en observant un écureuil plein d'énergie qui buvait la sève qui sortait d'un arbre. Comme il n'y avait pas d'écrit à cette époque-là, on ne peut dater cette découverte, mais chose certaine, ça remonte à plusieurs siècles. Jean Cartier a été le premier Européen à avoir écrit sur l'érable à sucre et sur l'eau d'érable, et ce, en 1557. C'est par hasard que lors d'un de ses voyages en Nouvelle-France, après avoir abattu un arbre, il s'aperçoit que la sève qui en coulait était sucrée. C'était bien sûr un érable à sucre. Pendant longtemps, les nouveaux colons consomment l'eau d'érable sous forme de sucre qui sert, entre autres, à faire des bonbons. À partir de 1850, les techniques de récolte et de transformation de l'eau d'érable vont évoluer. L'invention du chalumeau ovale et la création de la cabane à sucre avec ses évaporateurs changent les habitudes séculaires. Peu de temps après, soit en 1861, on a commencé à servir les premiers repas à la cabane à sucre. Un rituel hanté dans les mœurs est toujours aussi populaire de nos jours. Pour conserver indéfiniment le précieux sirop d'érable, on a trouvé dans les années 1920 que la mise dans une boîte de conserve faisait justement l'affaire pour la garder bonne longtemps. Dans les années 1970, les tubulures de plastique qui relient les entailles des arbres à la cabane pour alimenter directement les évaporateurs ont supprimé le pénible exercice de cueillette manuelle de l'eau d'érable. Le sirop vient en différentes teintes selon sa durée de cuisson et le temps où il a été cueilli pendant la saison des sucres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires ou des questions? En tout cas, ça a évolué pas mal. Ouais. Depuis le temps de l'Amérindien, là. Hélas, oui. On va passer au dernier sujet de la conférence, la saga de la Corriveau. Marie-Joseph Corriveau, qui était née à Saint-Vallier, dans le magnifique comté de Bellechasse, en 1733, a été condamnée à être pendue par une cour martiale britannique pour le meurtre de son second mari en avril 1763. La sentence imposée par le tribunal exigeait de plus que sa dépouille soit ensuite insérée dans une cage de fer, accrochée à un gibet à la vue des passants et laissée à pourrir pendant des semaines entières. C'est ce dernier élément qui a fortement marqué l'imaginaire de ses concitoyens et qui a engendré de nombreuses légendes qui vont être perpétuées par la tradition orale. La fameuse cage de fer qui a été redécouverte en 1851 au cimetière de Lévis a inspiré des romans et des contes fantastiques par des écrivains de cette époque tels Philippe Aubert de Gaspé et Louis Fréchette qu'on voit ici. Plus récemment, dans les années 1970, des artistes comme Gilles Vigneault, Pauline Julien, des écrivains comme Anne Hébert et Victor Lévy-Beaulieu ont ranimé le souvenir de la Corriveau à travers des chansons, des romans et même des pièces de théâtre. Dans ces œuvres, plutôt que d'être représentée comme une sorcière et une meurtrière, telle qu'on la représentait dans la tradition orale qu'on voit ici, on la voit à gauche tendant un bouquet empoisonné à une innocente victime.
La Corriveau, à partir des années 70, apparaît dorénavant comme étant une victime d'un système patriarcal et misogyne, ainsi que de l'oppression du conquérant britannique. Quelle fut la réalité historique de cette affaire? Alors, Marie-Joseph Corriveau était née dans une famille de 11 enfants. Elle fut la seule qui se rendit jusqu'à l'âge adulte, tous ses frères et sœurs étant décédés en bas âge. Or, Marie-Joseph épouse à l'âge de 16 ans, ce qui était commun à cette époque-là, un cultivateur de Saint-Vallier, Charles Bouchard. Ce couple aura 3 enfants, 2 filles et un garçon. En avril 1760, son mari décède et elle se retrouve veuve avec 3 enfants à charge. Après 15 mois de veuvage, elle se remarie avec un autre cultivateur de Saint-Vallier, Louis-Étienne Dodier. Presque 3 ans plus tard, celui-ci est retrouvé mort dans sa grange avec de nombreuses blessures à la tête. Son décès est d'abord attribué à des coups de sabot reçus de ses chevaux. Son inhumation se fait rapidement. Mais, dans les conversations entre gens de Saint-Vallier, on parle qu'il y a peut-être eu homicide dans cette histoire, quand on savait que Dodier était en mauvais termes avec son beau-père et avec sa femme. À ce moment-là, la colonie venait tout juste de passer sous le régime britannique, et c'est le gouverneur James Murray qui en était l'autorité civile et militaire. Ayant pris connaissance des rumeurs, Murray ordonna qu'on ouvre une enquête. Suite à cette investigation, Joseph Corriveau et sa fille sont arrêtés et accusés du meurtre de Dodier. C'est en mars 1763 que s'est ouvert ce procès qui s'est tenu au couvent des Ursulines de Québec, faute d'endroit plus approprié, j'imagine. Le tribunal est entièrement composé de 12 officiers de l'armée britannique. 2 semaines plus tard, le procès se conclut par la condamnation à mort de Joseph Corriveau, trouvé coupable du meurtre de Dodier, et sa fille comme complice écope d'une peine de 60 coups de fouet. Il sera marqué au fer rouge de la lettre M comme dans meurtrière sur la main. Or, la veille de son exécution, Joseph Corriveau reçoit la visite de l'aumônier, le père de Glafron, pour recevoir son ultime confession avant son exécution. Corriveau lui avoua que l'auteur du crime n'était pas lui, mais bien sa fille, et qu'il n'avait été qu'un complice après les faits. Un nouveau procès est donc ouvert, et Marie-Joseph, confrontée à l'aveu de son père, reconnaît avoir tué son mari de 2 coups de hache pendant son sommeil. Elle donna comme raison que son mari lui infligeait des mauvais traitements. Comme la violence conjugale ne faisait pas partie du code pénal à cette époque où le patriarcat régnait en maître absolu, elle avait décidé de se faire justice elle-même, une sorte de légitime défense en quelque sorte. En plus de la peine de mort telle que mentionnée, on ordonna que son corps soit « hanged in chains » ou mis dans une cage de fer au bout d'un gibet. Cette peine dans le système britannique était réservée aux grands criminels, tels les pirates qui écumaient les mers et tuaient des équipages entiers. On peut supposer que le gouverneur Murray voulait par ce geste imposer un régime de terreur dans la colonie récemment conquise. Ce n'est qu'au bout de 5 semaines qu'il autorisa qu'on décroche ce qui restait de sa dépouille pour l'enterrer au cimetière de Lévis. Une frayeur collective s'est emparée de la population qui s'imaginait attaquée par cette dépouille telle que démontre cette caricature de l'époque. Alors, c'est ce qui a donné lieu à la création de toutes sortes de choses négatives au sujet de la Corriveau. C'est le fait que les gens avaient peur de cette dépouille-là qui pendait au coin de la rue depuis 5 semaines. Les péripéties de la cage de fer. Celle-ci a connu un sort pour le moins mouvementé. Elle a été, comme je disais, retrouvée en 1851 lorsqu'on a fait des travaux d'agrandissement du cimetière de Lévis. Elle fut d'abord exposée au public de Montréal et de Québec, avant de prendre le chemin de Broadway. En effet, P.T. Barnum, qui était le magnat du cirque américain, l'avait acheté pour l'exposer dans son American Museum à New York, où il exposait toutes sortes d'objets qui avaient servi dans des causes célèbres.
Puis, quelques années plus tard, on la retrouve au Peabody Museum de l'Université Harvard, spécialisée en ethnologie. C'est en 2013 qu'elle sera repatriée au Québec pour être expertisée par les laboratoires du Musée de la Civilisation, qui voulaient savoir si cette cage de fer qui était exposée aux États-Unis était vraiment l'authentique cage de fer de Marie-Joseph Corriveau. Alors, suite à son authentification, le Musée de la Civilisation a trouvé que c'était vraiment l'objet authentique et il a décidé de l'acheter. Et depuis ce temps-là que la cage de fer de la Corriveau repose dans les entrepôts du Musée de la Civilisation à Québec. Ça veut dire qu'on ne peut pas la voir. On la voit pas. C'est dans À moins qu'il l'expose, mais ça serait très rare, je pense. Au moins, on sait qu'elle est au Québec, mais il suffit qu'il l'expose un jour. On va peut-être la sortir. Mais ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de la cage. Ouais, c'est ça. Alors, chers amis, ça conclut la conférence d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié.